Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Je suis heureuse de vous accompagner comme chaque dimanche et lundi matin. Avec nous, vous le savez, dorénavant, c'est comme chaque lundi. Vous avez l'habitude de retrouver les rubriques du lundi, à savoir Jawdet Gassouma dans sa rubrique l'actualité culturelle donc de la semaine. Et puis Samira Hadjahmar aussi dans sa rubrique écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle sera parmi nous pour nous emmener du côté donc, de Ain el-Fakroun, le patrimoine de Ain el-Fakroun, les ruines de Weslit. Donc, elle nous en parlera en détail. Et puis, nous aurons également Agnès Rir dans sa rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, elle nous parlera du comportement alimentaire chez l'enfant. Et bien sûr, c'est important, surtout avec cette période scolaire. Nous aurons également des invités. Nous reviendrons sur cette belle caravane qui a été initiée par la mutuelle de l'industrie du pétrole, une caravane de solidarité, la chaîne de l'espoir, ils ont appelé cela. Et puis on aura l'occasion de revenir avec elle sur cette belle solidarité. Nous aurons également à parler donc du festival du court-métrage qui s'est déroulé à Timimoun. Nous aurons une des participantes, il s'agit donc de Iman Hayadi qui a participé avec son court-métrage Nia. Et puis voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. On n'oublie pas aussi un bel événement qui a eu lieu au Jardin d'Essai ce week-end. C'est le championnat national du chant du chardonneret. Et comme nous l'a dit Jawdet, le chardonneret, c'est aussi une espèce protégée et qui a un très joli nom, le maqninzin, comme on dit en arabe, et qui a un véritable sens. Quand on dit maqninzin, Jawdet, le chardonneret élégant. Élégant. Le chardonneret élégant, c'est une véritable espèce qui est reconnue. En tout cas, bonjour Jawdet. Bonjour. À tout à l'heure. On va le retrouver dans un tout petit moment, juste après cette chanson, pour vous laisser reprendre l'émission tout en douceur, avec Lies sur le plateau, avec bien sûr nos deux amis du lundi. Ils sont là, ils bavardent et ça commence déjà, la rubrique commence déjà, les rubriques commencent déjà avant le plateau. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment bonjour vas-tu? Jawdet. Bonjour à tous. Ça va? Oui, oui, très très en forme. Jawdet, ça va? Tu es en Oui, forme ça aussi? va. Bien, Ouais. ça On va va. commencer par Samira aujourd'hui? Oui, On la avec laisse plaisir, commencer. bien sûr. Alors aujourd'hui, elle va nous emmener dans une région. Oui, d'Algérie à l'est, chez les Harakta, Oui. la Numidie. La Numidie. Au temps de la Numidie, ou du moins à partir du royaume de la Numidie. Je commence sous la musique. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, avant de commencer, on voit bien sûr Jingle. ton jingle tout de suite. Merci, merci. Alors, le patrimoine de Ain Fakroun. Oui, 3000 ans d'histoire. Ain Fakroun. Parce que c'est une, on va dire, une commune, pas une daïra, une commune, de El Bouaqi. El Bouaqi qui était canobère du temps de la colonisation française, mais qui est aussi sur la route d'Antonin, le Pieux, qui est allé, qui a fait toute la route jusqu'à la Tunisie et même au-delà. La route romaine, la route, en tout cas, qui a commencé bien avant Rome. Pour cette partie, pour Ain Fakroun, qui est la source des tortues. D'accord. Une C'est pour légende qui dit qu'il y avait une source d'eau et puis il y avait plein de tortues qui venaient de tortues. Ouais. Exactement. Il y en a plus, je pense. C'est pas connu pour ça. Par contre, c'est la capitale nationale du vêtement. D'accord. Donc, depuis les années 90, bon, ça n'a rien à voir avec la rubrique archéologique, mais je l'ai quand même mis dans la frise chronologique. D'accord. À partir des années 90 jusqu'à nos jours, Ain Fakroun est la capitale nationale du vêtement, du prêt-à-porter. D'accord. Voilà, donc tous ceux qui vendent En gros. ben voilà, tous les grossistes sont là-bas, il y a un marché, c'est en tout cas l'essor de la ville. Pour moi, il y a toujours une origine. Donc si c'est une ville qui fait ça, c'est que ça devait se faire. À l'époque. Sauf que quand on est à Ain Fakroun, c'est un pressoir. En tout cas, un en particulier, qui est taillé dans la grosse pierre. Il est taillé dans un seul bloc de pierre. Je voudrais bien voir les images, si vous voulez, pour pouvoir expliquer. Donc c'est un pressoir à huile. Oui. On dit, c'est mentionné partout, et surtout dans l'atlas de Stéphane Xel, donc l'archéologie d'Algérie, qu'il a sillonné. Il a fait une espèce d'inventaire de là où ils sont allés. Et donc, il est mentionné comme
comme unique dans tout le royaume. Donc ce modèle de pressoir à l'huile, ça nous renseigne sur quoi? C'est qu'il y avait énormément d'oliviers et que c'était un marché qui était alors très florissant au niveau local et florissant pour l'exportation, grenier de Rome, bien sûr. Voilà. Donc on le voit, c'est le pressoir. Il est à ciel ouvert. Il est soumis à tout. Ouais. Il est soumis aux intempéries, au changement climatique. Il est soumis à surtout une urbanisation qui est galopante tout autour. Donc il y a des signaux d'alarme. C'est quand même délimité? C'est non. Non? C'est la plaine, c'est la montagne au Salit avant d'être donc ces vestiges. C'est d'abord une montagne, c'est fabuleux, c'est une réserve naturelle exactement. Il y a toute une faune et flore à respecter. Je crois que c'est l'une des zones donc protégées en Algérie et pas que. Et c'est aussi au-delà de ces vestiges romains, c'est aussi une époque mégalithique. Donc il y a un champ de dolmens qui s'étend sur toute la région, hein, Guelma. Il y en a à partir de Constantine, ça descend. Maintenant, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a donc un élément d'architecture qui a été retrouvé à Ain Fkroun. On l'a peut-être vu passer ou pas. C'est une, je vais le dire, hein, c'est en latin, la fenestella confession. Si je devais traduire en français, ça donnerait la petite fenêtre de confession. Cette petite fenêtre de confession, on la voit, elle est sublime, elle est au musée du Louvre. Quand ils l'ont trouvée, le musée du Louvre. Mais elle raconte quoi? Elle raconte d'abord l'époque paléo-chrétienne et elle est rattachée à cet objet qu'on voit, qui est je vais le dire aussi, c'est la Capsella argentée africana, qui a été offerte par le cardinal Lavigerie, donc à partir de, alors c'était en 1888, elle a été offerte au pape. Donc au pape Léon XIII, elle contient quoi? C'est au Vatican. Oui. Donc c'est ce petit objet en argent massif, raconte toute une histoire, raconte que Ain Fkroun, non. Alors lui, ça a été retrouvé du côté de Constantine. Oui. L'objet est en argent, donc la capsella, celle qui contient les reliques. Mais l'autre élément architectural, c'est ce qu'on retrouve, et ça a été prouvé par donc Giovanni de Rossi, c'est un commandeur, c'est un archéologue, on va dire, du culte des vestiges archéologiques. Et pour lui, ces deux objets sont en relation. Wahed, il a été retrouvé à Constantine et un autre Constantine près de Ain Beda et l'autre a été retrouvé à Ain Fkroun. Ces deux objets ont probablement été l'un avec l'autre. La fenêtre, la fenesta, recouvrait cet objet, ou du moins était le soubassement. Le soubassement de la capsule qui contenait le reliquaire. Ça nous raconte quoi? Ça nous raconte que d'abord ça a survécu aux Vandales, ça a survécu à tout ce qui est arrivé dans la région, toute la région, pendant plusieurs siècles. Et ça raconte qu'il y avait un ancrage, bien sûr, la chrétienté, et ça raconte le chemin des pèlerins. Il y avait on va dire des rituels, peut-être une fois par an, voilà, c'est ça. Les gens venaient pour, il y avait la vénération des martyrs et les reliques. Voilà. Il y avait un savoir-faire déjà, hein? Il y avait, c'est très beau. On travaille sur les pierres, etc. C'est très beau, la sculpture avec, je ne sais pas comment, avec des animaux, enfin c'est une relique. Hein. Voilà, ça pourrait même donner une idée pour un film. Pourquoi pas? Voilà, qui nous relierait au Vatican. C'est ça. Bon, ce qui serait pourquoi intéressant. pas En branle à l'envers. Exactement, Da Vinci Code. Voilà, donc c'est toute cette région à Ain Fkroun. Il y a eu beaucoup d'associations et beaucoup de personnalités qui, alors ça a été classé, non, le dossier pour le classement déjà au niveau national et le fait de figurer sur l'inventaire culturel, la cartographie, a été fait à partir de 2023. Je pense en 2024 c'est passé. Ce qui serait intéressant, c'est de protéger le lieu. Voilà, il faut protéger. En tout cas, oui, parce qu'il y a d'abord les chasseurs, ils creusent, et ils trouvent. On peut trouver des pièces de monnaie, on peut trouver plein de choses. Ça serait bien que ça n'a pas été fouillé. Aussi emmener donc les visiteurs et expliquer tout cela aux visiteurs à Ain Fkroun. Pourquoi c'est en plein air, c'est compliqué. Il y a une sensibilisation vis-à-vis de la population. Elle réagit quand elle voit les gens en train de détruire parce qu'ils cassent la roche à la recherche d'objets qui seraient. Ce genre de fenêtre, on va dire la fenesta,
raconte aussi une architecture de la ville. Il y avait une église, ou du moins un sanctuaire. On venait, donc il y avait sûrement des maisons, enfin une structure voilà, qui En place. existait. Votive. qui existait, Voilà. Exact. Votive. Et voilà, ça n'a pas été fouillé, ou du moins tout le périmètre n'a pas été fouillé. Depuis Nos sa études découverte, archéologiques les ont de la chercheurs, matière. Ouais, voilà, et j'espère que ça va bénéficier d'un classement ou de quelque Pourquoi chose qui pourrait le protéger comme Merci beaucoup, se Samira. fait. C'est fini pour moi. Ouais. Classe. Ça Ok. y est. Peut-être On a- rappeler que le pressoir à l'huile est unique dans on va dire, dans toute l'époque de Numidie. D'accord. Voilà. Ça a J'ai été pas tout dit, il y a une plein de choses, on va intelligence. revenir. Donc, dans cette région. Merci beaucoup. Avec en tout plaisir. cas. Tu vas suivre la rubrique de Jawdet. Il va Oui, nous donner avec plaisir. quelques grandes lignes de, bien sûr, l'actualité culturelle. Et bien n'est-ce sûr, pas il a fallu évidemment faire des choix. Oui, Donc, il y en a tellement. voilà, on va se diriger donc vers le festival de la deuxième édition du Festival du film d'Alger, qui aura lieu en décembre, avec notamment pour cette fois, pour la deuxième édition, donc du 5 au 9 décembre 2025, des ateliers. Donc il y a un appel à candidature pour tous ceux qui veulent faire de l'écriture scénaristique, apprendre des choses théoriques, apprendre à faire un séquencier, une continuité dialoguée, des éléments de montage, toutes ces choses-là, à travers, sous l'égide d'un atelier, un workshop réalisé par Arsqim Lel, qui est, rappelons-le, romancier, homme de théâtre. Maintenant, ils il a peuvent fait des venir. films. Avec son très très connu, maintenant Ouvrage. ils peuvent venir, qui a été joué au théâtre, qui a été joué au cinéma à travers un film de Salim Brahimi, et l'acteur principal était de Amazir Khatib, c'est lui qui a joué le rôle principal. Donc voilà, donc il y aura des thèmes imposés avec un travail sur l'écriture scénaristique. Et bien sûr, après ce festival du film dont le commissaire est Mehdi Ben Issa, aura lieu bien sûr en décembre, avec des résultats des travaux qui ont été réalisés. Donc appel à candidature à tous les postulants Je peux scénaristes et tout. Évidemment, Je veux mademoiselle, vous êtes bien Oui, je veux invitée. y aller. Avec plaisir. Même Amel, si vous Bah, voulez voilà. vous mettre au scénario, ça sera Oui, oui, je avec veux. plaisir. Elle est un excellent pédagogue concernant tous les scénarios, les mises en scène, toutes ces choses-là. Et puis la galerie Zouar, qu'on a un peu oublié ces jours-ci, mais qui accueille une expo de M. Siraj Bouhafs, très très intéressante. Il y a une vingtaine de peintures autour du patrimoine algérien, mais autour du patrimoine algérien revisité avec un style très très particulier. Donc Siraj, c'est du 15 novembre au 4 décembre. Donc Siraj Boumdine à la galerie Zouar. Pas mal, vous avez une food court, plein de choses pour se balader. Et la galerie, la galeriste Amel est très agréable. est une artiste, donc voilà. c'est vraiment quelqu'un de charmant et qui vous donne, c'est-à-dire c'est une vraie galeriste qui vous donne les vraies infos, qui accompagne vraiment le travail des artistes d'une manière très très professionnelle. Donc 20 pays quand même qui vont prendre part aussi au Festival international de miniature et d'enluminure qui se tiendra donc au palais de la culture Abdelkrim Dalia à Tlemcen du 26 au 30 novembre. Donc sous l'égide de monsieur Belhadj Tarshawi, qui est aussi directeur de l'école des Beaux-Arts, qui a donné une conférence de presse en parlant des pays Participants très originaux, puisque vous avez le Japon, le Nigeria, donc c'est l'édition de cette année, qui est la 15e édition. Oui, pardon, excusez-moi là, c'est la 15e, je me suis un peu perdu dans les infos. C'est la 15e édition, donc avec 20 pays, vous avez l'Irak, l'Indonésie, le Japon, le Nigeria et les États-Unis. Donc ça sera très très... Bon, bien sûr, les pays Turquie, Tunisie, Algérie sont évidemment présents, mais c'était quand même surprenant pour les États-Unis. Pour le Pakistan, les États-Unis, l'Égypte, l'Indonésie, c'est quand même très très intéressant. Oui, parce que vous avez deux disciplines, donc la miniature et l'enluminure, qui sont des disciplines connexes, mais
qui sont quand même très différentes. Donc il y aura 20 étudiants aussi des écoles régionales des beaux-arts, de l'école supérieure aussi des beaux-arts, qui participeront à un workshop autour de la miniature, organisé par des invités, des artistes invités. Et aussi donc quelques professeurs, dont Adam El-Jafari de Syrie, Han Al-Masri, Seyfeddin Shraïtia de l'école des Beaux-Arts, Ali Bentoumi de l'université de Tlemcen, qui vont faire donc des workshops et aussi des conférences autour de la miniature et des nouvelles perspectives de cette miniature. Et puis, il y aura des sorties, puisque le tourisme en filigrane sera de mise. C'est un tourisme culturel. Voilà, c'est aussi un tourisme culturel avec la visite des grandes d'Ain Fezza, les musées de Tlemcen. Des musées du Mouchoir, enfin, tous ces vestiges c'est-à-dire sites historiques et culturels qui seront aussi dans le programme. Donc un programme très riche, donc du 26 au 30 novembre prochain, c'est incessamment sous peu que ça va se faire. Donc voilà, ceux qui ont l'opportunité, la chance d'y aller. En plus, la période est vraiment très belle. Tlemcen est très belle en cette période de froid, de froidure et tout. Il y a beaucoup de choses qui sortent comme ça. Donc c'est bien. C'est bien. Le Tinerkouk, je disais la semaine passée, j'ai été un peu pris de coupe parce que la semaine passée, j'avais annoncé que Timimoun serait probablement une des capitales du cinéma algérien et probablement international. C'est un fait aujourd'hui. Tinerkouk, c'est la nouvelle cité du cinéma algérien. Donc le fort de Tinerkouk, sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, et notamment de Madame Malika Bendouda, qui vient de mettre en exploitation le site de Tinerkouk pour constituer un vrai noyau de l'industrie cinématographique. Donc il y a la réhabilitation du site de l'ancien Borge de Tinerkouk, situé sur une superficie quand même de 5500 mètres carrés, ce qui est pas mal pour des studios et des lieux de travail cinématographique. Donc le ministère de la Culture a consacré un financement de plus de 120 millions de dinars et il a été donné donc en gestion à M. Abdeslam Kadouri sous la direction administrative du CADC, c'est-à-dire du Centre algérien de développement du cinéma. Et il y aura donc une partie du site est construite et reconstruite avec des matériaux locaux. Et donc, il y a des lieux d'hébergement, ateliers de confection de costumes, c'est-à-dire les métiers du cinéma seront enseignés. Voilà, et donc, production cinématographique, montage, studio de traitement audiovisuel, tous ces métiers connexes ou qui font partie, il y a quasiment près de 70 métiers dans le cinéma, entre maquillage, son, ingé son, décor et beaucoup de... Parce que dans le maquillage, vous avez plusieurs styles. Vous avez le maquillage FX, le maquillage normal, vous avez les décors, il y a plusieurs choses, vous avez les ensembliers, vous avez les accessoires, tous ces métiers, les costumes, les métiers du cinéma, sont nombreux, donc il y a une opportunité immense de développer une industrie cinématographique. Et c'est bien de commencer. Beaucoup de jeunes aussi qui se lancent dans le cinéma. Entre l'Institut des métiers du cinéma de Koléa et celui de Ouled Faït, il y aura de quoi alimenter toute cette cité du cinéma qui elle-même alimentera tous les métiers du cinéma en Algérie et même ailleurs probablement. Donc, en plus, il y a maintenant en direction art contemporain au Palais de la Culture, où il y a bientôt la 9e édition, à partir du 29 novembre, la 9e édition du Festival international de l'art pictural, IFCA. Donc, sous le générique de Au-delà des frontières, le festival est co-géré par M. Hamza Bounoua, artiste planétaire, connu, en compagnie de Mustafa Gerzis, docteur Mustafa Gerzis, qui est aussi un artiste très connu, qui co-gère ce festival et qui accueillera aussi plusieurs pays, donc l'Égypte, Sahara occidental, Chine, Inde, Suède, États-Unis d'Amérique, etc. Donc avec 22 galeries internationales.
Wow. Donc la présence de 22 galeries internationales et 8 galeries algériennes privées qui vont représenter leurs artistes. Super. Donc le niveau de qualité est excellent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus haut pour l'instant. Et donc parallèlement, il y aura évidemment des discussions sur les nouvelles technologies dans l'art. Cette année, il y a une thématique très précise qui aura lieu à l'école supérieure des Beaux-Arts. Donc, avec beaucoup de discussions sur l'art contemporain, c'est une exposition vraiment, vraiment de haut niveau qui aura lieu avec des discussions, débats, des rencontres. Peut-être sur l'intelligence artificielle. Et c'est exactement ça, les nouvelles technologies à travers l'intelligence artificielle, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions sur les droits d'auteur, sur ces nouvelles images, est-ce qu'elles sont réelles, réalité, images, art et tout ça. C'est des choses très, très intéressantes. Bien, on va aller un peu, juste pour terminer, découvrir le Carduelis Teliana, qui n'a rien à voir avec l'Italie. Les Romains. Le titre Latin. est attirant. Chez Teliani, c'est pas... Alors, qu'est-ce que le Carduelis Teliana qu'on va honorer dès demain, parce que moi je vais à Constantine, je ne suis pas sur Alger en ce moment, donc je suis à Constantine avec le concours national du chardonneret élégant à partir de demain mardi, dans Zouaouch spécifique, c'est-à-dire qu'il s'agit de Maqnin Zin, qui est un vrai nom, je ne le savais pas, je pensais que c'était lié à une chanson de Badji qui parlait d'un chardonneret qui lui permettait de faire des choses, mais la prison à l'extérieur, d'envoyer probablement des messages, ou alors qui lui remontait le moral. Mais donc la première édition du concours national du chardonneret élégant et ses hybrides et diverses espèces d'oiseaux sauvages sera organisée donc à partir de demain à Constantine, à temps appris auprès du vice-président de l'association de l'ornithologie et de l'écologie de Constantine. Là, c'est l'AOEC, et donc, du président organisateur de cette édition, première édition, Amin Fritz. Donc, il y aura des épreuves et des concours de chant destinés aux catégories seniors et aux catégories juniors qui se dérouleront en format individuel, duo et quatuor, dans l'objectif de promouvoir donc l'élevage de ces oiseaux, leur protection, la préservation des espèces sauvages. Concours de chant, parce que vous savez qu'il y a des compétitions au niveau populaire déjà. On va mettre les oiseaux, ils vont chanter. Donc quand il y a un oiseau, il y a de la rivalité entre les oiseaux. Donc il y a des oiseaux qui vont chanter en solo, d'autres qui vont chanter en duo et d'autres qui vont chanter en quatuor, parce qu'il y a des gammes, qui sont connues et tout. Je ne savais pas que c'était possible. C'est une culture vous savez qu'il y a des oiseaux qui peuvent arriver à 600 000 dinars, 700 000 Non, ça je dinars. sais. Il y a même un marché à Al-Harraj des oiseaux. J'ai vu. Il y en avait un à la rue Tanger, il y a un peu partout. Alors il faut rappeler que c'est une espèce protégée. Donc le Carduelis teliana est une espèce extrêmement protégée et extrêmement en danger. Et donc cette manifestation du concours national du chardonneret élégant est très très intéressant. Donc ça sera du 25 au 28 novembre à l'Institut national de formation environnementale, à l'annexe de la Maison de l'environnement de la wilaya de Constantine, sous le patronage du wali de Constantine, la Fédération algérienne d'ornithologie. Le jury, pour terminer, donc c'est les gens qui viennent de Hollande, il y a des juges mondiaux. Alessandro Fusson, accrédité auprès de l'Ordre mondial des juges experts basé à La Haye, aux Pays-Bas. Donc c'est pour vous dire
que L'importance. c'est vraiment sérieux parce que c'est très très important. Oui. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses. Et Et donc, bienvenue à tout le monde, Tout à fait. tous les amoureux de Il y a, belles il y a gammes. beaucoup d'amoureux donc de ces oiseaux, Oui, bien ces sûr, c'est chardonnerets. vraiment un événement national et qui, je pense, deviendra... Yazid, il chante déjà, hein, en régie, il est en train Il est en train de d'imiter le chant siffler quelques du mélopées. Voilà, donc ça sera du 25 au 28 novembre à Constantin dans l'Institut de l'Enfant. Très bien. Voilà. Mais merci beaucoup pour cette belle surprise. En tout cas, le chardonneret, on va en parler dans un moment avec la directrice du jardin d'essai qui Oui. sera présente. Ben, elle ne va pas être contente. Hein. Pourquoi? Les oiseaux, c'est dans la nature. Ah oui, bien sûr. Moi, j'aime bien les écouter C'est le matin, sûr, quand je me réveille c'est très sûr. tôt. Merci beaucoup donc, pour vos rubriques et puis on se retrouvera dès lundi prochain, Inch'Allah. Merci. Merci, Amel. Allez, on va bien sûr rester dans l'actualité culturelle avec cette belle exposition qui est toujours en place. On l'en a parlé aussi beaucoup ce week-end. C'est donc l'exposition donc de la laine, le voyage de la laine à la galerie. Amel, Samia Boror Oui, qui est allée. Oui. Ouais, la galerie Gessoum. Gessoum, Voilà. avec Ahlam Kourdougli. Voilà, Ahlam Kourdougli, merci beaucoup, Jawdet. Et puis on vous laisse voir ce reportage signé Samia Bouarour. C'est à travers ces fils en laine qu'une belle histoire est tissée. Une histoire que l'artiste plasticienne Ahlam Kourdougli nous raconte à travers ses œuvres chargées d'émotions et souvenirs de chaque période de sa vie. Des œuvres qui touchent chacun de nous pour nous faire appeler un savoir-faire local et un patrimoine qui a voyagé à travers les temps. La laine, broderie, tissage, crochet et des mains de fée pour arriver à ces créations uniques et stylisées. L'arbre mémoire, Flouka, la peau du désert, gardienne des champs, ciel sans frontières, ce sont quelques haltes de cette traversée où la laine devient une matière noble et un témoin de mémoire et d'émotion. Voilà, c'est une belle exposition aussi à aller découvrir, bien sûr, pas très loin. Donc, on a le plaisir de le recevoir. Elle est là chaque lundi et chaque samedi. Donc, enfin, un lundi, un samedi. Bonjour Ania. Bonjour Amel, Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Très bien. Alors, avec la rubrique santé et bien-être, aujourd'hui, tu vas nous parler donc du bon comportement donc, qui doit être adapté et adopté par les enfants. C'est cela? Exactement. Bon comportement alimentaire. Alimentaire dès l'enfance, Oui. pour les enfants de moins de 10 ans, comment les aider à mieux manger. Mais cette fois-ci, on a déjà parlé de l'aspect un peu psychologique. Vous voyez une assiette colorée, manger sainement devant les enfants pour qu'ils s'habituent, disposer plusieurs aliments même quand ils ne s'intéressent pas. Par exemple, à force de voir des aliments sur la table, à fur et à mesure, ils vont commencer à s'intéresser, à goûter, car les parents, par exemple, ils font souvent cette petite erreur de se dire « mes enfants ne mangent pas ça, alors je cuisine plus ce qu'ils aiment, etc. » C'est pas très... Même s'ils mangent des pâtes tous les jours. Pas à ce point, mais il y a quelques plats, par exemple une liste de plats que les enfants mangent, on va essayer de se concentrer sur ces plats, on fait souvent cette erreur, alors que non, les enfants sont dans un âge où c'est important d'avoir plusieurs nutriments et donc c'est important de varier. Pour avoir les nutriments, sans complément alimentaire, il faudrait varier, il faudrait de tout. Mais c'est à force de proposer
par exemple, j'aime ce plat, mais à cause de mes enfants, je ne le cuisine pas. Non, il faut déjà pour vous. Voilà, mais se aussi, faire plaisir. Exactement. Et puis habituer bien sûr les enfants à goûter un petit peu de tout. À goûter, justement, leur proposer à chaque fois. Il y aura bien un jour où ils voudront goûter à tel ou tel plat. Et c'est en commençant à goûter, à s'intéresser, que leurs papilles gustatives vont se développer et vont commencer à aimer de plus en plus cet aliment. Mais j'ai l'impression que les parents, comme ils aiment un plat, par exemple ici ils aiment la viande, ils vont commencer à donner de la viande aux enfants, ils vont et finalement les habituer à aimer ce goût. Voilà. Exactement. Par exemple. Ou tout simplement à l'insérer dans l'assiette à côté d'autres aliments que ces enfants préfèrent. Voilà, c'est bon pour la santé, c'est des protéines, voilà. etc. Je te défie de goûter ça, tu auras un dessert plus tard. Voilà, on peut tricher un peu quand même. Okay. Voilà. Mais là, c'est tout ce qui est un petit peu psychologique. Mais il y a un aspect qu'on ignore souvent. C'est comment aider l'enfant à mieux accepter certains aliments, à diminuer les refus alimentaires sur un plan plus biologique. Vous allez me dire comment? On va s'axer sur déjà les papilles gustatives et leur développement, les nutriments dont ils ont besoin à cet âge, et sur le microbiote intestinal et comment améliorer l'état de leur microbiote pour que eux-mêmes aient envie de manger plus d'autres aliments, de goûter à d'autres aliments, d'avoir un meilleur appétit. C'est-à-dire que ce n'est pas que psychologique, c'est aussi biologique. Les papilles gustatives à cet âge se développent, se renouvellent et pour qu'elles soient, on va dire, pour vulgariser, plus développées, elles ont besoin de certains micronutriments. Lesquels? Le zinc d'abord. Quel est le lien? Si vous vous rappelez, en période de Covid, l'olfaction, voilà, l'olfaction qui est très importante pour le goût, qui fait 70% qui participe à ce taux dans le goût et l'appréciation des aliments, a besoin de zinc. Et c'est pour ça qu'on en prenait du zinc pendant la période Covid. Et pendant la période Covid, il y avait des troubles de l'olfaction et du goût. Voilà, c'était pour booster l'odorat carrément. C'est ça. C'était pour booster nos papilles gustatives lorsqu'elles se renouvelaient et les aider. Et donc le zinc, on va essayer de l'apporter aux enfants au travers de certains aliments. C'est-à-dire que plus vous leur apportez ces aliments qui sont riches en nutriments bénéfiques pour leur microbiote ou bénéfiques pour leurs papilles gustatives, vous allez les aider biologiquement, c'est-à-dire au-delà de l'aspect psychologique, à accepter plus facilement de varier. C'est un cercle vertueux et non vicieux qui va faire qu'ils vont manger de plus en plus de meilleurs aliments. Par exemple, donc, le zinc, c'est bien connu, on le trouve dans le cacao. Donc, bonne nouvelle, le cacao plutôt nature, voilà, le chocolat, sans abuser, mais ça reste une bonne source de zinc. On le trouve évidemment dans les viandes, œufs, volailles, on les trouve dans les graines de courge, ce qui est intéressant, les enfants ont tendance à aimer ça. Les graines de sésame, de préférence bio, c'est un petit problème avec les graines de sésame qui ne sont pas bio, voilà. Mais de préférence bio, on peut l'intégrer sur le pain complet, l'intégrer dans nos brioches, peu importe. Mais aujourd'hui, les graines de sésame sont très intéressantes. Elles sont très introduites dans notre régime alimentaire. Hein. On voit, il y a de nouvelles recettes qui apparaissent, etc. Voilà, avec les graines de courge, par exemple, qu'on ne connaissait pas à l'époque, qu'on n'utilisait pas dans nos plats. Aujourd'hui, on les retrouve assez souvent. Voilà, très bien. Et petite astuce d'ailleurs pour le zinc, on va essayer d'éviter, que ce soit des compléments alimentaires ou que ce soit ces aliments-là, de les associer avec des sources trop riches en calcium, car il y a une concurrence digestive entre le calcium et le zinc, ce qui va faire que le zinc sera moins absorbé. Ça ne servira pas tellement d'en donner si à côté, ça ne va pas être absorbé. Donc voilà, ça, c'est une petite astuce. Des yaourts avec des graines, par exemple, de courge. C'est pas très futé, on va dire. On préfère les espacer. Voilà, on apporte le calcium, mais à côté, il y a d'autres éléments comme les oméga 3, tout ce qui est sardines, tout ce qui est noix, c'est très intéressant. Le poisson, on le dira pas assez, c'est l'une des meilleures sources d'oméga 3. Ça va, bleu, oui, ça va aider à favoriser les deux aspects. C'est-à-dire, non seulement ça va réduire l'inflammation du microbiote intestinal, donc ça va aider de ce côté-là, mais ça va aussi stimuler et protéger les muqueuses et les papilles gustatives. Du coup, on va agir avec les oméga 3 sur deux volets. Le volet digestif et le volet gustatif par rapport au goût. Voilà, donc c'est très intéressant aussi. Tout ce qui est vitamine A, bêta-carotène, les carottes, les patates douces, les abricots, tout ça c'est très intéressant. On va essayer de miser sur ça. A. Exactement, et c'est très important aussi pour tout ce qui est stimulation nerveuse et papilles gustatives encore une fois. Et donc voilà, vitamine A, oméga 3, zinc font partie. Il y a aussi l'iode.
Le sel est déjà iodé, donc ça va un petit peu sans en abuser. Sans exagération. Exactement. Ouais. Donc ça, tout ça, c'est bon pour tout ce qui est papilles gustatives, leur développement. Et ça fera que l'enfant va s'intéresser biologiquement, c'est-à-dire physiquement, D'accord. plus facilement à d'autres aliments. Pour le microbiote intestinal, c'est plus pour lutter contre l'inflammation. Il y a un certain type d'inflammation qui est dû à tout ce qui est ultra transformé. Plus un aliment est transformé, on peut toujours se permettre une pizza de temps en temps, je ne le Des dirai chips pas. de temps en temps. Peut-être pas, mais Même pas. très C'est des produits occasionnellement. transformés. Voilà. Ouais. Une anecdote, ma fille qui me demande, maman, ça fait 6 mois, 1 an que j'ai 6 mois que j'ai pas mangé un paquet de chips, si j'ai le droit, je vais pas la frustrer quand même. Mais les chips, c'est vraiment Oui, à spécialement déconseiller, bien les sûr. chips. C'est pour ça que vous avez dit de temps en temps. Allez, des produits Voilà. transformés de mais temps en temps. Mais c'est ultra transformé les chips. Sauf si vous les faites chez... Voilà, à Voilà. la maison, peut-être À la maison. mieux. Mais par exemple, des pizzas un petit peu végétariennes ou avec des éléments nutritifs, un burger avec des éléments nutritifs et du pain complet. Il y a plein de façons de présenter des aliments sains ou même pas si sains que ça, mais occasionnellement. Voilà, occasionnellement. J'ai exagéré pour les 6 mois, mais c'est parce que c'est des chips. C'est particulier, les chips. D'accord. Mais le reste, oui, tout va bien. Donc pour le microbiote, ces aliments qui sont ultra transformés, comme les chips, ça va donner de l'inflammation. Et cette inflammation du microbiote intestinal va faire... Il y a un lien direct avec le comportement, c'est-à-dire avec le cerveau, avec le comportement de l'enfant. Ça a été prouvé que ça agit sur son comportement alimentaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de refus, il va être plus sélectif, il va tendance à avoir des ballonnements, à avoir des petites douleurs, à avoir un inconfort et à manquer d'appétit. Alors que si on prend soin de son microbiote, c'est valable pour l'adulte, mais on parle de l'enfant aujourd'hui, plus son microbiote intestinal, ces petites bactéries qui digèrent et qui font l'immunité aussi de l'enfant, plus elles sont bien développées, plus il n'y a pas d'inflammation, Plus respectées. Exactement, plus l'enfant aura envie de manger et de goûter. C'est le nerf vague, c'est directement, c'est biologiquement expliqué. Il y aura une appétence en tout cas donc, de l'enfant. Et pour comment on va prendre soin de notre microbiote intestinal, bien sûr, en évitant tout ce qui est trop transformé trop souvent, en apportant des fibres solubles, donc légumes, légumineuses, oméga 3, on vient d'en parler. C'est très important parce que ces fibres-là vont nourrir ces bactéries, ces bonnes bactéries, et en absence d'aliments trop transformés, ça va améliorer l'état du microbiote intestinal, améliorer le comportement alimentaire de l'enfant. Voilà. Il faudra travailler sur tout cela avec les enfants et doucement leur apprendre à et surtout aimer. Dans un environnement, pour le volet hormonal de mots, dans un environnement sans écran, manger sans écran, sans stress, sans les obliger à manger, car ça va donner de la frustration, de l'énervement. Et tout ça, ça va bloquer la digestion, c'est expliqué hormonalement. C'est-à-dire que ce n'est pas psychologique, je ne mange pas parce que je suis stressée. La digestion va se ralentir, il va de moins en moins avoir envie de manger. Donc on va essayer plutôt de lui proposer à chaque fois, et croyez-moi, quand il vous voit manger, que c'est régulier, c'est-à-dire régulièrement, il voit ce nouvel aliment qui est sain sur la table, continuez à proposer malgré les refus, il va commencer à goûter, s'intéresser et ça sera un combat, en tout cas, de tous les jours. C'est difficile de faire accepter tout cela à des enfants qui ne comprennent pas forcément les sciences aujourd'hui, mais qui les comprendront peut-être plus tard. Mais avec ces aliments-là, ça va se faire sans qu'ils aient besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'en leur apportant les nutriments qui améliorent les papilles gustatives et qui améliorent leur appétit, en mangeant tout simplement ces aliments-là, ils vont avoir envie de manger plus sain. Voilà, il faut ruser. Et c'est ces habitudes qui vont rester plus tard. C'est vrai, il faut ruser, ça va faire des adultes en bonne santé. Ça sera plus facile pour eux de manger plus sain, ça sera des réflexes. Mais bon, aujourd'hui, on voit que les adultes changent après. En grandissant, ils finissent tout de même par aimer certains aliments qu'ils ne mangeaient pas quand ils étaient petits. Exactement. On est tous passés par là aussi. Ça commence par la diversification. C'est-à-dire plus c'est diversifié tôt, plus il y a des textures différentes, plus, même si on va un peu dévier, on va revenir à ces aliments qui sont plus sains. D'ailleurs, autrefois, on mangeait quand même plus varié, plus sain. Exactement. C'est peut-être pour ça. Il n'y avait pas cette malbouffe et ces hamburgers et bien sûr ces pizzas que tout le monde aime. Merci beaucoup, Ania. On peut manger occasionnellement. On peut manger occasionnellement. Elle vous l'a permis, Ania. Merci beaucoup pour toutes ces explications. En tout cas, j'espère que les enfants vont changer leur comportement grâce aux parents qui seront là pour veiller.
n'est-ce pas? Je l'espère aussi. Voilà, on se verra donc samedi. Avec plaisir. Avec plaisir. On vous invite tout de suite à apprécier ces belles images d'Alger et on se retrouve juste après. Sur le plateau, nous allons parler de solidarité, une belle, en tout cas, une belle caravane qui a eu lieu donc ces jours-ci avec bien sûr l'industrie du pétrole. Avec nous, Amel Lara, qui est directrice générale de la mutuelle de l'industrie du pétrole. Bonjour madame et bienvenue parmi nous. Bonjour madame. D'abord, je tiens à remercier vivement Canal Algérie pour cette invitation. Et bien sûr, bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour Algérie. Voilà. En tout cas, bienvenue parmi nous pour cette belle initiative. Merci. Vous en êtes à votre deuxième édition, ça a été déjà fait et là vous renouvelez cette belle opération qui est une opération de solidarité, d'entraide et surtout aller vers la société civile, les écouter, les aider et voir leurs besoins surtout. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Donc voilà. D'abord, il faut dire que nous sommes une mutuelle, au même titre que toutes les mutuelles de l'Algérie. Donc, c'est la mutuelle de l'industrie du pétrole. Oui. Donc là, nous sommes à notre deuxième, effectivement, édition pour la caravane. Nous sommes d'abord, je tiens à préciser que nous sommes un organisme social, à caractère, c'est-à-dire à caractère vivant social et qui vise un peu tous les membres adhérents de la mutuelle. Oui. Donc, nous avons commencé par la première en 2021 et c'est la seconde qui a démarré à partir de Mostaganem. Très bien. Mostaganem. Alors, ça a commencé par Mostaganem. Ensuite, vous êtes allé sur Alger, Hassim Saoud. Et on va voir tout cela. On va voir cette belle élan de solidarité que vous avez donc remis. Ça s'est arrêté un petit peu à Hassim Saoud. On va voir justement votre halte du côté de Ouargla avec ce reportage signé Lamia Bedbouda. La chaise de l'espoir avance avec dignité. Dans sa deuxième édition est une caravane d'aide et de solidarité au profit des personnes en situation de handicap et de leurs enfants. Initiée par la mutuelle de l'industrie du pétrole, plusieurs fauteuils ont été distribués dans plusieurs wilayas, à savoir Mostaganem, Alger, Skikda, Larouat et Béjaïa. Actuellement, elle a posé pied à Hassim Saoud pour les bénéficiaires de l'entreprise nationale des travaux au puits. Je tiens à les remercier et que Dieu les récompense pour cette aide. Une aide qui est très importante pour nous, comme s'ils nous avaient donné des pieds pour marcher aujourd'hui.
وسهلوا علينا كل مصاعب الحياة. C'est une très bonne initiative. Elle incite les citoyens à être solidaires entre eux. Cette aide est précieuse pour les malades, on se sent moins seul et cela nous encourage, on oublie nos souffrances et cela nous rend heureux. المبتغى هو إنساني محض اجتماعي. L'objectif est d'abord humanitaire et social, visant à atténuer les souffrances du membre adhérent, qu'il soit lui-même en situation de handicap ou que cela concerne ses enfants. Nous les remercions pour cette initiative humanitaire qui renforce l'esprit de solidarité entre les travailleurs et leurs familles. Cela nous montre aujourd'hui que l'Algérie se porte bien et reste sur la bonne voie. Cette mutuelle et à sa tête M. Chenoun et en accord de tous les membres du conseil exécutif ont validé cette initiative. Ils ont choisi la région de Hassim Saoud et l'entreprise nationale des travaux au Puy pour rendre le sourire aux travailleurs et leurs enfants. Voilà, on a pu voir donc des gens heureux qui avaient donc retrouvé le sourire grâce, comme vous l'avez appelé, la chaise de l'espoir. Hein. C'est important donc de mettre en évidence toute cette solidarité, ce travail aussi en amont que vous faites avec toutes les personnes qui travaillent avec vous au sein de la mutuelle pour être au plus près donc de la société. Absolument, c'est un travail de proximité. Effectivement, c'est un travail de proximité que nous avons fait. Et là, c'est surtout écouter. Partir voir, connaître l'environnement, parce que c'est destiné aux enfants des membres adhérents qui ont un handicap moteur d'abord, et même des membres adhérents eux-mêmes, donc qui ont bénéficié. Et là, il faut connaître un peu réellement leur handicap, c'est-à-dire parce qu'il y aura des variantes à remettre. Il y a des chaises manuelles, il y a des chaises... C'est pour ça il faut les connaître pratiquement un par un, hein. C'est du cas par cas aussi. Absolument, variante 1, 2, 3, donc il y a des types, des chaises IMC et des fauteuils roulants IMC, etc. Et là, c'est-à-dire le résultat finalement, quand on voit un enfant sourire, vous savez, c'est magnifique, c'est très émouvant, c'est rien à dire là-dessus. Donc voilà. Voilà, c'est pouvoir se mouvoir aussi, être indépendant, être plus, pouvoir être dans la société, actif aussi dans la société, c'est ça. Alors, je vous avais posé la question, pourquoi avez-vous attendu que cette deuxième édition, vous m'avez dit que c'est un travail à long terme, bien sûr, que vous travaillez, que vous préparez bien avant. Vous avez commencé en 2001 déjà pour la première édition. Alors 2021, quand même, on a fait un travail de 2 ans, hein, parce que on a distribué la première fois un 408 fauteuils roulants. Voilà, on voit quelques images, vous pouvez les décrire aussi. Oui, bien sûr. Là, c'est à Hassim Saoud. C'est cette fois-ci, c'est l'entreprise NTP qui a pratiquement assuré la prise en charge. Et donc là, il y avait des parents, il y avait toutes les entreprises ici présentes. C'était magnifique à voir. Il faut vivre ça pour connaître un peu. Et nous avons aussi... donc j'ai dit que la première fois quand même, il a fallu... on a distribué 408 fauteuils. Et cette fois-ci, 265, si j'ai bonne... c'est-à-dire sur le territoire, hein, donc fauteuils roulants. Quand même une centaine au niveau de Hassim Saoud. Donc ça nous a pris 2 jours, sur 2 jours. Et vous savez, quand il faut être là-bas. Par exemple, la première fois, on avait choisi une chaise pour un enfant IMC, mais quand il vient, il vous dit « moi je préfère l'électrique justement pour partir à l'école, pour reprendre mes études, etc. » Et on l'a fait. Donc il y avait quelqu'un pratiquement qui n'avait pas carrément de bras, pas de main, de bras. Et il a conduit une électrique, hein, il faut voir. Je lui dis donc très bien, tu peux avoir ton permis. Et il a pris une électrique avec le grand sourire, la famille... ça les soulage, ça les, oui, justement pour leur vie au quotidien, absolument, parce qu'ils souffrent quand même. Hein. C'est une souffrance, et pour les parents, et pour le... Même il y a des membres adhérents, les canaux, c'est-à-dire en très bon état de santé. Et là, après un accident ou une maladie... Bien sûr. Voilà, c'est les choses de la vie aujourd'hui. Alors, vous avez travaillé, vous avez été sur plusieurs régions, après le Roi, Hassim Saoud, Skikda, Béjaïa. En tout cas, toutes ces personnes ont pu bénéficier, bien sûr, d'un fauteuil ou d'un équipement donc, de votre part. Donc, oui, donc c'était une très belle caravane qui a déparé à partir de Mostaganem. Donc, sur place, on a distribué 22 fauteuils au niveau, représente un peu l'ouest, donc au niveau de Mosta.
Alger, 36 fauteuils, aussi sur 2 jours. Nous avons aussi distribué dans les 36 fauteuils aussi à Skikda. Oui. Donc aussi, nous remercions tous les adhérents qui travaillent avec vous. Tous les adhérents et toutes les, c'est-à-dire sans citer tous les hôtels, etc., qui ont quand même pris en charge gracieusement cette opération. Et nous avons juste le même jour, donc le 19, nous avons en même temps, nous avons distribué 95 fauteuils au niveau de Hassim et Saoud, 34 au niveau de Béjaïa et 42 fauteuils au niveau de l'Orwat. D'accord. En tout cas, bravo pour cette opération. Merci. Et je sais que vous travaillez aussi avec toutes les personnes qui sont sur place. Je vous avais posé la question, est-ce que vous travaillez avec des associations? Vous m'avez dit avec les personnes, vous faites carrément du porte-à-porte pour voir les besoins donc, de chacun. Écoutez, voilà. C'est accompagner, c'est écouter, c'est se rapprocher. Parce que la MIP, elle est là pour un peu... la MIP, la Mutuelle d'Industrie du Pétrole, est là pour accompagner, pour soulager ses membres adhérents, être là quand il le faut. Nous avons même touché d'autres créneaux, c'est-à-dire c'est l'une des prestations que nous vous posé la question concernant les formations avec les jeunes, etc. Oui, vous m'avez dit que ça existe, c'est une autre prestation. Absolument. On aura l'occasion d'en reparler aussi avec peut-être d'autres intervenants aussi qui parleraient de ce volet-là. Très volontiers, très volontiers. En tout cas, merci à vous d'être venus. C'est nous, on vous remercie encore une fois. Et moi je donnerai un dernier mot, c'est dire que l'AMIP est là. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement frapper à la porte. Nous sommes là, nous sommes ouverts à toute proposition, et bien sûr au service de nos membres adhérents. Très bien. Yatek Saha, merci beaucoup. Madame Emel Lara, je rappelle que vous êtes la directrice donc, de la Mutuelle de l'Industrie du Pétrole. Bon courage pour en tout cas d'autres projets, d'autres caravanes, Inch'Allah, de solidarité. Merci, on reste ensemble. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Fari El Hamdi qui s'est intéressé au portrait donc, du guide donc, d'Al Abdel Taif. Regardez. Elle est diplômée en tourisme et travaille actuellement en tant que guide touristique. Grande passionnée des voyages, d'aventures et de découvertes. Ses missions sont très variées et indispensables en matière d'accompagnement des groupes de touristes locaux ou étrangers. Radia Botouil, guide touristique, après une formation en tourisme pendant 4 ans. Et tout ce que je peux vous dire sur le métier de guide, comme je le dis toujours, c'est un ambassadeur de son pays. Le guide doit être tolérant, le guide doit avoir des connaissances énormes, histoire, archéologie. L'Algérie, c'est un pays très très riche. De par sa culture, sa gastronomie, qui diffère d'une ville à l'autre. Ce qui m'attire le plus dans ce métier, premièrement, j'aime mon pays, bien sûr, comme tout Algérien qui se respecte et Algérienne, bien sûr. Deuxièmement, j'ai envie de le faire connaître. Parce que quand on parle de l'Algérie, l'Algérie, elle a un patrimoine vraiment, vraiment très, très riche. Durant notre tournage, Radia Botouil a voulu nous faire découvrir cet endroit qui est la Villa Abdel Taif, ce joyau architectural classé monument national. La Villa Abdel Taif, là où on est, c'est une villa d'un notable. Et ce que je peux vous dire que cette villa, c'était une seconde résidence d'été de ce notable qui s'appelait Abdel Taif. Mais si on peut parler de cette villa, on va parler en grosso modo. Cette villa, d'abord, elle a été construite en 1715 par Ali Ara, qui l'a revendue à Haj Mohamed Khouja, et elle a été à plusieurs acquéreurs. Et elle a fini chez Abdel Taif en 1795. En 1907, elle est devenue la maison des artistes métropolitains. La villa et ses jardins ont été classés sur la liste des monuments historiques en septembre 1922. En
on a 3 villas d'artistes au monde. On a la Villa Médicis qui se trouve en Italie, la Villa Velázquez qui se trouve à Madrid, en Espagne, et la Villa Médicis, l'algérienne. Cette villa, elle a reçu plusieurs artistes peintres, d'où les appartements sont juste à côté. Ils logeaient pendant 2 ans et ils avaient le prix de peintre, c'était en 1907. Elle a été reconnue en 1922 pendant la colonisation en tant que site historique. Puis, après l'indépendance, elle a été abandonnée. Puis, les autorités algériennes ont décidé de la restaurer et d'en faire l'agence du rayonnement culturel. Et elle a ouvert ses portes, elle a repris son nom, Dar Abd el-Latif, et elle a ouvert ses portes le 10 juin 2008. L'histoire de Abd el-Latif remonte à plusieurs siècles. Elle témoigne de la richesse et de la complexité de l'identité algérienne dans son ensemble. En me promenant au milieu des jardins et des piliers de céramique colorée, je ne pouvais qu'imaginer ce qu'était la vie dans une telle maison à l'époque. Nous voilà au Dar de Dar Abd el-Latif. Comme vous voyez ici, c'est des chambres. On a une terrasse où, bon, les terrasses généralement, elles sont réservées aux femmes. Ça donne sur des jardins, ça donne sur un grand jardin. Bon, actuellement, il n'est pas encore prêt, mais en plus, il y en a une vue imprenable jusqu'à la baie d'Alger, qu'on peut la voir. C'était l'ancienne, c'est là où était, comme je disais tout à l'heure, le penant espagnol, qui a été détruit par Khédé le Barberousse. On peut voir la baie d'Alger, on peut voir aussi la Casbah de loin. On peut la voir de loin. Je peux vous dire aussi que j'aurais voulu avoir une maison comme ça, surtout chaque été, où ici on a de la fraîcheur. Un lieu chargé d'histoire qui vaut bien le détour. C'est ça. On va parler d'espèces, on parlait de variétés aussi, donc d'oiseaux. On va parler donc justement du chardonneret avec nos invités. On va présenter tout de suite la directrice du jardin d'essai, c'est Kenza Ben Menni. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Également. Avec nous, Monsieur Mahmoud Amel El-Khaddoud. Bienvenue parmi nous. Merci, merci pour l'invitation et bonjour. Vous êtes le président de la Fédération ornithologique d'Algérie et vous êtes là pour défendre le chardonneret, n'est-ce pas? Oui. Voilà, vous avez organisé, grâce avec tous vos adhérents et tous les amoureux donc, des oiseaux, vous avez organisé cette belle rencontre autour donc, du chardonneret et ça s'est passé au Jardin d'essai et c'est la 2e édition que vous prenez cette belle rencontre, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors c'est une co-organisation, nous n'avons pu qu'adhérer justement à l'initiative de l'IOA et de l'AOA, l'association algéroise d'ornithologie, qui était d'en faire un concours du chardonneret. Le but premier du jardin d'essai, c'est pas tellement d'en faire le concours, mais c'est surtout de passer le message, de faire de la sensibilisation. Une de nos missions, ça restera toujours la conscientisation environnementale. Et si on ne prend pas conscience que le fait de prélever se passerait de la nature anarchiquement et sauvagement, on est en train d'amoindrir sa population, chose qui se constate d'année en année. Et on pense qu'on a vraiment un grand rôle à jouer aux côtés de nos collègues. Je disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est une espèce en danger, c'est une espèce pas en voie de disparition, mais qui a des individus qui commencent à disparaître. Donc il faut faire attention à cette espèce. Oui, alors c'est une espèce qui est menacée, qu'on voit la population en diminution constante d'année en année. Et à partir de là, la première étape qu'il faudrait faire, c'est déjà sensibiliser, parce que nous connaissons peut-être les 2 plus grands dangers identifiés. Voilà,
c'est le prélèvement sauvage, c'est-à-dire les sidor. Et puis vous avez aussi la fragmentation de l'habitat. Parce qu'on a de plus en plus d'urbanisation, moins de champs, d'habitats naturels qui sont conservés. Et à partir de là, nous devons justement batailler pour qu'il y ait toujours cet équilibre entre l'urbain et le végétal, entre le monde animal. D'ailleurs, on en parlait avant, bien sûr, le début du plateau. On parlait en coulisses et on disait, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins des chardonnerets comme ça en liberté. Vous avez dit, je vois quelques mésanges, quelques petits rouges-gorges, mais ce ne sont pas des sédentaires. Quand on parle de notre chardonneret, le chardonneret maghrébin ou algérien, et il est sédentaire. Avant, il y avait des foyers dans certains quartiers. Grâce aux champs, on pouvait reconnaître l'origine de l'oiseau. Actuellement, le chardonneret n'existe plus, pratiquement plus en ville. On ne le voit plus. Il paraît qu'il y a quelques foyers dans certains endroits en montagne et tout qui se protègent, mais franchement, on n'en voit pas beaucoup. Quand on dit qu'il n'est pas en voie de disparition, il parle du chardonneret en général dans le monde. Mais le chardonneret algérien, il est très en danger. Et on voit qu'il est en train de disparaître. On n'en voit plus actuellement. Et le chardonneret en Algérie et à Alger en particulier, c'est vraiment culturel. Donc toute l'Algérie. Il faut le protéger. C'est vrai qu'il serait en cage, mais nous, ce qui nous intéresserait, c'est de l'avoir en grande population, en liberté. Alors, on va voir le reportage pour voir un petit peu comment s'est passée cette belle journée, ces 2 jours donc, de rencontres autour du chardonneret. Ça s'est passé au Jardin d'Essai. Et notre journaliste Fali El Hamdi y était. Regardez. Le jardin d'essai du Hama, cadre prestigieux et hautement symbolique de la ville d'Alger, a accueilli le 6e championnat national du chardonneret. Un espace idéal de rencontres, d'échanges et de convivialité entre éleveurs, juges et passionnés venus de tout le pays. Le braconnage du chardonneret a fait une catastrophe sur notre faune. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas élever ce chardonneret dans les cages pour que les gens apprennent à l'élever dans les cages et qu'ils n'aillent plus le braconner parce qu'on ne peut pas enlever l'amour de cet oiseau de la tête des Algériens. De ce fait, on a une devise qui dit élever pour ne pas prélever, élever dans nos cages pour ne pas aller prélever dans la nature. On est d'abord dans le jardin d'essai El Hama, c'est un lieu convivial connu de tous. Les gens sont émerveillés, subjugués par sa beauté et les enfants sont aussi émerveillés par les oiseaux. Il n'y a pas que le chardonneret, c'est vrai que le star aujourd'hui c'est le chardonneret, mais il y a des canaris aussi de différentes catégories, il y a aussi des perruches, des perroquets et là les enfants sont vraiment ravis de ce qui se passe ici, c'est sûr. Un événement qui s'inscrit dans une démarche de préservation du patrimoine naturel algérien et de valorisation du savoir-faire des éleveurs locaux en encourageant la reproduction du chardonneret en volière et en cage d'élevage afin de protéger cette espèce emblématique du terroir national. J'ai déjà eu des prix depuis 2018. Et depuis, c'est-à-dire quand même l'année passée, j'ai eu déjà quand même le premier prix, donc c'est pas nouveau ليا. لا يعني التربية تاع المقنين سي معروف ديجا هنا في الجزائر كاع الناس تحب المقنين دونك اوتوماتيكمون يافي مي بارون الله يرحمهم بابا الله يرحمه كان عنده المقنين في الدار مي فخير تاني كيف اي بي كبرت به المقنين في الدار دونك اون فوا كو تما خلاص سادير جو مسوي ماريي تو المقنين كان موجود في الدار. Et puis toute seule في الدار j'ai dit à mon mari de me ramener quand même une femelle et j'ai commencé بديت نتبع بالعقل بديت مع لاوا فيها وبدات لاوا j'ai commencé avec des contacts بديت مع les éleveurs j'avais des conseils et puis le but
le plus important, le but le maqnin, parce que on voit de disparaître. On peut dire qu'il a disparu. En voie de disparition, on peut dire qu'il a disparu. Donc le but de l'association c'est d'aider déjà les gens, les éleveurs, باش يعني يربيوه في القفص ولا يربيوه في السجنات هكذا باش يعني على الاقل نقصوا من هذيك يعني الصيد العشوائي. عجبني المقلين اللي دا المرتبه الاولى. هو طائر نادر الندرة تاعو خاطرش كامل الناس يحبوا يديروه في قفص طائر محبوب. عجبوني لي زوازو لي كولور تاعهم الصوت تاعهم شباب. Un défilé esthétique et comportemental des oiseaux participants a été organisé, suivi de la remise du prix La Plume Sauvage et de distinctions honorifiques attribuées aux éleveurs s'étant illustrés dans l'élevage scientifique et environnemental. Alors, tous ces passionnés, ce sont de véritables alliés de la nature pour pouvoir donc protéger, respecter et faire des lâchers. Hein, vous le disiez tout à l'heure, pourquoi pas? Oui, justement. Tout à fait. Donc, il y a eu une signature d'une convention de collaboration entre le Jardin d'essai et puis l'AOA, l'association agéroise d'ornithologie, pour travailler un projet autour de la multiplication et puis lâcher du chardonneret. Ceci se fera dans une grande volière au niveau du Jardin d'essai et ce sera sur un process. Parce que si on habitue un passereau ou n'importe quel oiseau à l'élevage, il ne pourra pas domestique, ouais, après, à la domestication. Les lâcher en pleine nature, ça ne se fait pas aussi facilement. Ce serait le condamné. Ce serait le condamné de le relâcher directement. Donc là, nous allons quand même faire une feuille de route à partir de 2026 et travailler dessus pour justement essayer de rééquilibrer ce travail de prélèvement anarchique qui se fait derrière. Voilà. En tout cas, un énorme travail au sein de l'association. Vous faites un beau travail. C'est un recensement quelque part de toutes ces personnes qui sont dans la passion, qui travaillent aussi scientifiquement, pratiquement, hein, pour préserver ces races et ces espèces. Pour aller dans votre voie, je me présente, je suis médecin, oui. J'ai un cabinet médical, donc j'ai une assise scientifique et j'ai l'expérience avec l'ornithologie puisque j'élève des oiseaux depuis mon enfance. Tout jeune. Donc dans notre association, il y a beaucoup de scientifiques et il y a beaucoup de savoir-faire dans l'élevage parce qu'avant... Parce qu'ils sont passionnés d'abord. Oui, c'est la passion, c'est pas rien que la science, il y a la science et il y a la passion. Nous, on les a encadrés sous une tutelle. Tous les éleveurs actuellement élèvent au moins sous une tutelle. Et il y a un encadrement scientifique, on donne des journées techniques, on fait... Et puis le jardin d'essai, la directrice du jardin d'essai nous a permis d'avoir un cadre légal et un cadre d'infrastructure et de moyens. Oui. Et nous, on apportera dans la limite du possible notre savoir-faire. On a le côté scientifique, on a un côté expérience, bien sûr en se basant sur le côté scientifique du jardin d'essai qui est entouré de biologistes, d'experts. Alors le conseil scientifique justement, il est de mise, il est de partie pour encadrer cette initiative pour que ce soit fait vraiment dans les standards internationaux. Très, bien sûr, international. Et bien sûr, il y avait donc ces jurys, on a vu donc les lauréats qui ont eu des prix pour leur oiseau. Donc un chardonneret qui était plus beau, c'est ça? C'était le plus bel oiseau? On a eu une note à 100%. La note, je suis juge aussi en expert en canari couleur. Donc on sait apprécier, on connaît les règles. La note maximale qu'un juge pourrait donner à un oiseau, c'est 95 sur 100. D'accord. Il n'y a pas plus que 95. Sur son ramage, son plumage. Non, c'est sur sa beauté. D'accord. Sa beauté. Alors, oui, il doit se rapprocher paramètres. le plus possible aux critères du chardonneret algérien. D'accord. Donc le juge, il a donné la note de 95 à une femelle. Donc vous imaginez une note de 95, mondialement, c'est très 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 rare qu'on la donne à n'importe quel oiseau, pas seulement à un chardonneret. Donc vraiment le niveau était très élevé. Il était très élevé
Et l'expertise, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est des experts mondiaux qu'on ramène. On a ramené des Italiens, des Belges. Cette année, c'était un Belge. À Mostaganem et à Constantine, ce sera un Italien qui viendra expertiser les oiseaux. Il est de renommée mondiale. Et c'est leur avis et notre expérience, parce que nous avons notre mot à dire sur notre chardonneret et l'aspect de notre chardonnay. Et nous, les anciens, on sait comment il était. Voilà. Actuellement, il y a un petit mélange, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent d'Europe et jusqu'à la Croatie. Il y a quelques métissages. Et notre... la couleur change, le comportement. L'aspect, la couleur, le chant, la forme. Le gabarit. Le bec aussi, donc tout ça. Hein. Toute la physionomie de l'oiseau. Donc, nous, quand on fera notre expérience avec le jardin d'essai, on fera très très attention à ce que les oiseaux qu'on retient, c'est ceux qui se rapprochent le plus du chardonneret algérien. Voilà à peu près. Oui, j'imagine. Alors, vous avez eu une belle symphonie pendant 2 jours au jardin d'essai. Il y a eu du beau chant de chardonneret. C'était 2 jours qui étaient ouverts au public. Oui. Alors, il faut compter également qu'il y avait des journées qui étaient vraiment consacrées uniquement au jury. Donc ils ont eu le temps, comme nous avions reçu 179 candidats, il fallait prendre le temps de les observer, de les noter un à un. Et ça a pris 3 jours de travail. Critère par critère. Chaque oiseau, tout à fait. On commence par la forme générale, puis le masque, comment il est délimité, la couleur, puis la calotte, et on va aller vers le manteau. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre petite erreur dans l'oiseau. Ils ont été bien bichonnés avant de venir chez vous. Oui. Déjà, hein. Oui. Ils ont appris à... C'est un concours de beauté. C'est clair. Donc, l'éleveur prépare son oiseau avant de le ramener. Bien sûr. C'est magnifique. Et ensuite, bien sûr, il y a eu sur le champ aussi. Non. On s'est émerveillé par le chant, mais sans le juger. Tout à fait. Je tiens à préciser juste un petit détail, c'est que tous les oiseaux qui ont été jugés, c'est des oiseaux issus de l'élevage. Donc il fallait forcément qu'ils soient bagués pour qu'ils participent au concours. Donc il n'était pas question de prélever un oiseau en pleine nature et arriver pour passer le concours. Qui est-ce qui va mettre des bagues? C'est l'éleveur. C'est l'éleveur à travers l'association. L'association et l'union donnent les bagues. Cette bague, elle est identifiante. Oui. Il y a l'UA, AOA par exemple, ou à Constantine, on met le logo de Constantine ou Mostaganem. Donc UA, le logo de la provenance, de la wilaya, puis le numéro de l'éleveur, l'année de naissance de l'oiseau et le diamètre de la bague. Cette bague, elle est fermée. On ne peut pas la mettre à l'oiseau s'il dépasse 5-6 jours d'âge. Donc, elle certifie que l'oiseau est né en cage. Si vous ramenez un oiseau qui n'est pas bagué par notre association ou notre union, il ne sera pas accepté au concours. Alors, non bagué, c'est carrément interdit. Ah oui, c'est très sélect. C'est justement ce qu'on combat. Voilà. Très bien. En tout cas, c'était formidable de pouvoir parler donc de chardonneret et surtout surtout pour la bonne cause, pour préserver notre environnement et encore une fois avoir des espèces qui sont typiquement donc algériennes et bien entendu respecter notre nature. Un dernier mot rapidement. Bon, un dernier mot sera vers les éleveurs et les amoureux du chardonneret. Si on veut vraiment, si on aime cet oiseau et on veut le protéger, il faut se rapprocher des associations qui ont un cadre légal et scientifique pour vous aider à promouvoir cette passion sans aller le chercher dans la nature. Il faudrait le laisser tranquille dans la nature et apprendre à l'élever en cage si vraiment on l'aime, au moins au premier pas. Ultérieurement, on verra ce qu'on pourrait faire. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. À vous, un dernier mot, Kenza? Rapidement, aimer la nature et aidez-nous à la préserver.
Ensuite, nous, en tant que Jardin d'essai, on vous donnera rendez-vous encore dans les semaines à venir avec d'autres rencontres. Oui, d'autres rencontres, d'autres belles événements. Tout à fait. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, bonne chance à tous ces éleveurs. Et j'espère que votre projet va bientôt aboutir. Et on sera là pour voir tout cela. Voilà. On continue, bien sûr, dans un tout petit moment. On retrouvera donc notre dernière invitée, la jeune réalisatrice Imen Hayadi. De retour sur notre plateau, je voulais annoncer un sommaire. Nous avons le plaisir de recevoir Imen Hayadi qui est avec nous. Bonjour Imen. Bonjour Amel, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Alors on a le plaisir de vous recevoir. Vous êtes jeune réalisatrice, vous êtes dans ce métier déjà depuis quelques années et vous aimez ça par-dessus tout. Vous avez été bercée dans l'audiovisuel et la réalisation grâce à vos parents aussi, qui vous ont insufflé cet amour pour l'image, pour raconter aussi des choses, n'est-ce pas? Très discrètement, hein, parce très discrètement, tout à fait. Parce qu'on parlait pas. Je le dis parce que j'aime bien vos parents, donc je les salue par la même occasion. Je les embrasse très fort. Ma mère a réalisé cette émission pendant quelques années. C'est vrai. Et quand j'étais petite, c'était mon rêve de venir à la télévision algérienne, mais les enfants étaient interdits. Et donc, je venais chez Tata Linda, à l'époque. Mais oui, concernant l'amour du cinéma, peut-être discrètement ou indirectement, mais les parents, on ne parlait pas trop de leur travail à la maison. Peut-être c'était de manière discrète. Exactement. C'est venu enfoui dans la mémoire. Et bien sûr, vous en avez fait aujourd'hui votre métier. Vous venez tout fraîchement donc de Timimoun, cette belle édition, première édition du Festival du court-métrage. Ça s'est bien passé? Incroyable. Oui, incroyable. Avec beaucoup d'images dans la tête, avec surtout que c'était un festival international. Vous avez fait de belles rencontres. Et puis surtout, les films étaient nombreux. Oui. Il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de films. Le niveau des films était très élevé. Il y avait des films internationaux. 62 films. Exactement. Et puis surtout, ce qui était incroyable, c'est qu'on a fait découvrir nos films à un public qui n'a pas l'habitude. La majorité n'ont jamais vu de film sur grand écran. Il n'y avait pas de ciné. La ministre a offert un cinéma à Timimoun à l'occasion. Oui. Et il y avait beaucoup de personnes dans le théâtre. Et c'était incroyable de montrer nos films à toute cette population, à autant de monde, sachant qu'ils n'ont pas l'habitude de voir les films sur grand écran. Vous avez eu un prix, première édition, c'est important aussi, avec bien sûr cette mention spéciale du jury aussi. Non, c'est le grand prix du meilleur film dans la compétition nationale. D'accord. Et puis bien sûr, vous avez eu ce prix grâce aussi à votre travail. C'est un court-métrage que vous avez donc travaillé depuis assez longtemps, donc Nia.
Tout à fait. Ça prend énormément de temps. Et je pense que quand on veut faire quelque chose de bien, c'est normal de prendre du temps. Dans tous les cas, les institutions, pour avoir des financements, etc., ça prend du temps. Et puis à côté, le côté artistique, écrire un scénario, ça prend du temps. Il faut le laisser un peu reposer, revenir avec un esprit plus clair, etc. Donc tout ce processus de création prend du temps de manière générale. C'est clair. Et puis ce qui est difficile justement pour la discipline du court-métrage, c'est de raconter peu de choses en peu de temps. Exactement. Enfin, beaucoup de choses en peu de temps. Pour moi, le court-métrage est plus difficile à faire que le long, vraiment. Mais c'est quand même, il faut quand même s'exercer sur des cours. Et puis surtout, il n'y a pas de producteurs qui vont vous faire confiance et vous donner beaucoup d'argent pour un long si ils n'ont pas vu un travail sur un court-métrage. Exactement. Et pas que les producteurs, il y a aussi les comédiens qui vont vous faire confiance aussi pour un court-métrage. Il y a aussi cela aussi. Oui, alors j'ai eu de la chance puisque j'ai eu des comédiens expérimentés dès le début de ma carrière, puisque le premier film, Le Vieux Qelbellouz, c'était Ahmed Ben Aïssa, Allah yarhamou. Et donc j'ai eu la chance dès le début de diriger des grands noms de comédiens. Des grands noms de comédiens, et c'est pas rien. Alors c'est une première pour cette première édition aussi. Le court-métrage, c'est important, ça permet aussi donc de jeunes cinéastes de faire leurs preuves aussi. Vous en avez rencontré aussi pas mal lors de ce festival? Énormément. Alors c'est des gens que je connaissais déjà. On est peu dans ce milieu. Et puis c'est des gens que j'ai vus se battre pendant des années avec rien du tout. Quand on a cette passion et cette envie de faire des films, de raconter des histoires, on n'attend pas les financements. Vraiment avec 2 bouts de ficelle, les réalisateurs et les passionnés se battent pour faire nos films en Algérie. Même sans financement, etc. Et donc, qu'est-ce que ça donne, ces gens-là, quand on leur fait confiance et quand on leur donne l'argent? Voilà, ça vous fait plaisir parce que c'est un travail que vous avez donc réalisé, que vous avez travaillé sur le scénario. Est-ce que c'est autobiographique? Oui. Ça raconte l'histoire d'une petite fille? Oui. Alors, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui vit dans les années 90, pendant la décennie noire. Et ça parle un peu de ce moment où elle comprend ce qui se passe, où elle réalise ce qui se passe, malgré le fait que ses parents l'ont gardée dans une bulle protégée. Et je voulais aussi poser cette question de un enfant, en fait, qu'est-ce qu'il faut lui cacher, comment l'éduquer, est-ce qu'on le protège en lui cachant ou est-ce qu'on le protège en lui disant ce qui se passe? Exactement. Et bien sûr, ça a touché énormément donc, le public parce que pour la plupart, ce sont donc, des personnes qui sont presque donc, de votre génération, qui ont vécu cela et qui se retrouvent à travers donc, vos propos et surtout l'image, n'est-ce pas? Oui, alors pas uniquement, puisque ma génération se reconnaît et la jeune génération veut savoir ce qu'on a vécu. En fait, ils veulent savoir ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a traversé et quels sont les traumatismes aujourd'hui qui peuvent être liés à une certaine période et qu'il faut libérer. C'est ce que je fais avec ce film. Tout à fait juste, exactement. En tout cas, les projets sont là, j'imagine. Vous n'allez pas vous arrêter à ce court-métrage, bien au contraire. Ça va vous booster encore pour aller encore plus chercher d'autres thématiques, d'autres projets aussi. Exactement. Alors, ce qui m'inspire et ce qui me remplit de joie et de passion, c'est l'Algérie, c'est mon pays. Et ce sont nos histoires et je veux faire des films pour nous, pour nous représenter et qu'on ait de plus en plus de films qui nous représentent et qui représentent l'histoire des Algériens. C'est vrai. Donc, on continue avec toujours nos histoires. Voilà. Et des projets? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on en... Oui, on en parle. Oui, des projets de long métrage. Mon père a fait un documentaire sur une révolutionnaire qui s'appelle Zolikha Oudey, une femme, première responsable politico-militaire de toute une région. Pas connue, cette histoire n'est pas connue. Exactement. Vous êtes venu en parler d'ailleurs. Et je rêve d'adapter en long métrage et je me dis qu'une femme qui réalise l'histoire d'une femme aussi... C'est plus puissant. Complètement, oui. Voilà. Inch'Allah, j'espère. Il faudra venir nous en parler bien avant, dès le premier tour de manivelle, même avant, avec bien sûr la distribution, bien sûr, le casting. Forcément, ce sera de grands noms. J'imagine. Alors, ce sont donc des projets, mais en tout cas, beaucoup de travail en amont, parce que vous avez travaillé dès votre intégration à l'école, vous avez fait de l'école de cinéma et de l'audiovisuel, ensuite vous êtes parti, vous avez fait donc de la co-réalisation, n'est-ce pas? Vous avez accompagné des Oui, j'ai fait beaucoup d'assistanat. Oui, j'ai fait beaucoup d'assistanat, qui est un métier complètement différent en réalité. On n'est pas trop dans l'artistique, mais on apprend tout ce qu'il y a sur le plateau de tournage. Et puis, de prendre votre...
allez, il est tellement beau. Voilà, effectivement. Ouais. Ils ont fait vraiment un très beau. Et puis le festival, c'était vraiment incroyable. Première édition, mais on dirait qu'ils se sont entraînés sur des dizaines d'éditions avant. C'est des passionnés. Passionnés, vraiment. Et puis des gens bien et des vrais gens qui ont une identité de cinéma. Oui, je vous laisse le prendre. Mettez-le à côté de vous, c'est vous qui le méritez. Voilà. J'espère qu'on y en aura d'autres. Merci Amel. Et que vous allez concourir encore avec peut-être ce court-métrage. Vous l'avez encore. Alors, ça fait un moment que je tourne avec. J'ai eu beaucoup de prix à l'international. Très bien. Déjà. Les gens sont touchés par cette histoire. Donc, je réussis à avoir des prix à l'international. Mais ma chic l'Algérie. L'Algérie, voilà. En tout cas, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, bien sûr, des projets et des collaborations aussi avec d'autres personnes. Vous en avez plein des idées, j'imagine. Complètement. Et puis, quand on est réalisateur, justement, les festivals sont faits pour ça. Quand on rencontre des gens et d'autres personnes qui travaillent dans le cinéma, les idées naissent. Et donc là, à Timimoun, en plus, c'est merveilleux, Timimoun. Ça appelle à la créativité. Complètement. Et donc se retrouver là-bas avec des gens aussi qui sont aussi passionnés et qui veulent faire du cinéma, je peux vous assurer qu'on a beaucoup de projets qui sont nés. Les gens du métier, aujourd'hui, ça va devenir un carrefour aussi reconnu à travers le monde, déjà en Algérie, avec bien sûr le projet donc, de la ministre de la Culture qui va favoriser les métiers du cinéma donc, dans la région de Timimoun d'ailleurs. Incroyable, vraiment. Un décor naturel déjà. Incroyable, voilà, on a tout. Dans notre pays, on a tout. On a le beau temps pour faire des films, on a des décors incroyables, on a vraiment tout. Oui. Et puis bien sûr, travailler avec des jeunes qui vont aussi découvrir ce métier, vous donnez la chance aussi à beaucoup donc, de métiers de s'affirmer. Complètement, moi j'adore transmettre, j'adore... Ça se voit. Oui, j'adore prendre des stagiaires sur mes films et pour leur apprendre le métier, c'est vraiment... Et puis les personnes passionnées, encore une fois, donnent tout. Donc on n'a pas peur de est-ce qu'ils vont faire du bon travail ou pas. On est sûr qu'en fait, quand on est passionné, on va tout donner. Alors au-delà donc du scénario, c'est vrai c'est important le scénario, c'est important aussi la disposition donc des rôles, mais tout ce qui est technique autour, c'est important. Alors avoir de bons caméramans, avoir aussi l'image, la lumière, tout ça c'est important pour la réussite. C'est très important. Alors j'ai eu la chance dès mon premier film d'avoir des personnes qui, je vous l'avoue, ont travaillé gratuitement parce que le premier film c'est un peu difficile. La galère, et tout. Hein. Exactement. Et ils étaient incroyables et je leur ai promis que pour le deuxième, quand il y aurait des financements, je pourrais les engager. J'ai engagé la même équipe qui était incroyable à la caméra, les techniciens. Eh bien bravo en tout cas. Voilà. Je vais juste le pousser un peu puisque il dérange. Vous voir. Voilà. Donc merci beaucoup Imen d'être venue sur notre plateau. On vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah, et de réussir encore dans le domaine du cinéma. Inch'Allah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bon courage à vous encore. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié tout donc, ce programme avec tous nos invités, les rubricards. Mais on se donne rendez-vous dès demain à partir donc, de 8h du matin avec la station régionale donc, de Constantine. Pour notre part, on continuera à bien sûr vous recevoir chez nous et chez vous, bien sûr, à partir donc tous les jours de la semaine. Merci beaucoup à toute l'équipe. Au revoir et bonne journée.